Je ne suis pas sur l'égalité parce qu'il n'y a pas d'égalité. Je ne vais jamais penser si tôt parce que je n'ai pas la force de le faire. Moi, je suis une femme fragile. Rentrer ou rester, Nelly? Rentrer. Anita? Rentrer. Sandrine? Rester. Rester. On part même pas, on reste. Bienvenue dans votre podcast Ose ta réussite, le podcast des étudiants en mobilité. Il est question ici d'explorer les parcours inspirants et les histoires singulières des étudiants internationaux. Ma vision étant claire, j'allais rentrer. Et ma chance à moi, ça a été ce passage. Nous invitons des personnes ressources clés, des experts autour de thématiques identifiées avec qui nous abordons des questions précises et qui prodiguent des conseils justement pour accompagner les étudiants internationaux. Moi, contrairement à Anita, je ne pensais pas forcément rentrer. Ce qui me fait rentrer, ce sont mes enfants. J'ai une vision claire de ce que je veux être et je construis mon moi professionnel de façon très méthodique et très rigoureuse. Les débats sur l'égalité de certaines choses, pour ma part, non, pas de ça. En ce mois de mars dédié aux droits de la femme, nous restons dans la notion du Women Empowerment. Nous avons donc ce soir ici 3 femmes au parcours inspirant, aux histoires singulières, avec qui pendant 1 heure, nous allons avoir un débat constructif autour de la question « Rester ou rentrer au pays après ses études à l'étranger ?» Installez-vous confortablement, Ose ta réussite, c'est dans un petit instant. Comme annoncé, avec moi, elles sont 3. Directement à ma gauche, vous avez Anita Moine, directrice générale Sudeli Cameroun, diplômée en France et rentrée au Cameroun après ses études. Bonsoir. Bonsoir Eva. Juste à côté, nous avons Nelly Chatoué-Diop, CEO et co-fondatrice de Ejara, diplômée en France et au Royaume-Uni. Et elle est rentrée au Cameroun également après avoir travaillé dans ces pays. Très bien, merci Eva de me recevoir. Et à ma gauche, l'unique, elle est toute seule, c'est la directrice générale du groupe Accent Média et Technologie et également de l'agence de communication et événementiel Eventify, Sandrine Niambal. Bonsoir. Bonsoir Eva. Sandrine a un parcours assez atypique, diplômée au Cameroun, toutes ses études et elle a bâti sa carrière ici. Comment ça va? Ça va très bien. T'as oublié de préciser, diplômée de l'université de Yaoundé de Soa. Ah, waouh! La précision en valait la peine. Alors, rentrer ou rester, Nelly? Rentrer. Rentrer. Anita, rentrer ou rester? Rentrer. Sandrine? Rester. Rester. On part même pas, on reste. Au Cameroun? Oui. D'accord. La première question va à Anita. Vous avez choisi de partir à l'étranger pour vos études. Quels ont été les facteurs déterminants de votre retour au Cameroun? Pour moi, c'était une évidence. Mes 2 parents ont eu leur diplôme à l'étranger. Ils sont allés tous les 2 faire leurs études supérieures à l'étranger. Après avoir eu une bourse de l'État camerounais qui se faisait à l'époque. Et directement après la fin de leurs études, ils sont rentrés. Donc, ils avaient dans leur mindset le devoir de rendre au pays ce que le pays leur avait donné. Et depuis toute petite, ils nous parlaient de leurs histoires, de leurs aventures, de ce qu'ils avaient appris là-bas, et comment ils allaient revenir ils impactaient dans leurs différents jobs et tout. Et moi, personnellement, j'ai grandi avec ça. Donc, quand mon père et ma mère décident de me faire partir pour faire mes études supérieures en France, je pense que c'était vraiment dans une optique. Ma chérie, tu pars, mais tu reviens. Donc, pour moi, ça n'a pas été un calcul. Je partais pour prendre des connaissances, je partais pour rencontrer de nouvelles cultures, je partais pour grandir, mais je devais absolument rentrer et faire comme papa et maman. Nelly, selon vous, quels sont les principaux avantages d'une formation à l'international en rapport avec une formation locale ici? Disons que les avantages ne se situent pas, je pense, en termes de contenu, parce que finalement aujourd'hui, si on veut devenir ingénieur en informatique, on peut acquérir les connaissances même sur Internet. Les avantages se situent plus en termes d'exposition à la diversité culturelle. Quand on est à l'étranger, on est confronté très vite à des personnes venant
souvent des pays de cultures différentes et on doit s'adapter. Ensuite, étant donné que souvent ce sont des pays un peu plus développés, on a la chance très tôt pendant ces études de pouvoir avoir accès à la pratique, de pouvoir avoir peut-être très vite des modèles qui ont appliqué exactement ce qu'ils ont appris à l'école, qu'ils ont ajusté au travers du contexte qu'ils ont rencontré en entreprise, et ça inspire énormément le jeune étudiant durant son parcours pour essayer de se projeter dans une carrière future. Alors Sandrine, vous avez fait toute votre scolarité au Cameroun. En quoi est-ce que cette décision, vous pensez, a été une force dans votre parcours? Déjà, je voudrais préciser, ce n'était pas une décision. Parce que décision, ça veut dire que tu as des options, tu as des choix. Pour moi, c'était pas l'étranger, c'était pas un choix, c'était pas une option disponible. Mais mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'étranger, donc même si je le voulais, je n'aurais pas pu décider d'y aller. Maintenant, en quoi est-ce que le fait d'avoir fait tout mon parcours ici a influencé mon parcours professionnel? Il faut dire que quand tu as fait l'université de soi, tu te forges une certaine mentalité et surtout une certaine autodiscipline. Vous savez, dans nos universités, dans les universités publiques, tu réussis si tu veux. C'est-à-dire que c'est même différent seulement de certaines écoles privées. Je parlerai par exemple de l'université catholique. À SOA, si tu veux aller à l'école, tu y vas. Si tu ne veux pas, c'est tant pis pour toi. Il y a personne pour te surveiller, il y a personne qui contrôle tes cahiers le soir, personne qui contrôle si tu étudies ou pas, c'est une décision personnelle. Et je peux dire que c'est cette rigueur-là que j'ai depuis l'université, cette discipline que j'ai depuis l'université, que j'applique que j'ai appliquée dans mon parcours professionnel et qui certainement m'a beaucoup formée, beaucoup aidée. Alors, Anita, contrairement à Sandrine, vous avez eu l'opportunité d'aller faire vos études à l'étranger et de rentrer immédiatement après. Quelles ont été vos motivations les plus grandes et quelles ont été surtout les plus grandes opportunités de ce retour au Cameroun? Alors, les motivations, le Cameroun, il y avait tout à faire. C'est la première motivation. La première, c'est que je suis camerounaise. Et je voyais comment les autres pays à la télé étaient développés. On voyait le Japon, on voyait les États-Unis, on voyait la France, on voit comment c'est développé. Nous, on voyait qu'on était développés, mais on n'était pas au même niveau. Donc, ma première motivation, c'était de dire, non, mais il faut que tu participes à pouvoir faire que ton pays soit à ce niveau-là. Bon, pour moi, c'était une évidence. J'apprends des choses et je viens rebâtir. Donc, le champ de transformation, le champ d'innovation, le champ d'agrandissement du Cameroun était tellement là. Il faut faire des process, des infrastructures à faire. Il y a tellement de choses à apprendre. Et quand on discutait avec nos aînés, effectivement, eux, ils avaient commencé quelque chose et nous, on devait terminer. Donc, pour moi, c'était simple. Qu'est-ce que je fais là-bas? Quand on arrive dans ces écoles, de l'autre côté, on rencontre des Japonais, des Chinois, des Asiatiques, des Américains et même des Européens. Et tout le monde parlait, tout le monde allait rentrer chez lui. Et quand on connaît l'histoire du Singapour qui s'est fait un peu de temps, moi, qu'est-ce que je ferais en France alors que mon Cameroun doit être construit? Donc pour moi, c'était simple. Tu finis ton école et tu rentres. L'opportunité que moi j'ai eue à ce moment-là, c'est de pouvoir avoir un salon qui permettait aux étudiants africains, qui s'appelle Africa Search, je pense que ça existe toujours. Et Africa Search donc va mobiliser des entreprises africaines pour aller faire des entretiens avec des Africains qui font leurs études en France et veulent revenir. Et ce jour-là, c'est la première fois. Juste pour la petite histoire, avant d'aller à ce forum-là, j'avais fini mes études, je passais des entretiens, mais je n'étais même pas motivée. J'arrivais toujours au dernier niveau, mais je vous assure que j'avais pas envie même de faire. Je voulais rentrer. Mais comme les parents sont comme ils sont, ils te disent toujours, cherche d'abord un peu ton travail là-bas. Essaye quand même de travailler un peu, fais de l'expérience, mais tu lui dis, papa, non, il faut que je rentre. Donc, moi, je suis arrivée au Forum Africa Search, j'ai eu 5 propositions directement. Donc, c'est possible. Et l'opportunité, pour moi, ça a été celle-là. Donc, je pense que, pour ma part, il faudrait qu'il y ait plus d'opportunités. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme moi là, en ce moment, qui sont partis, qui veulent rentrer. Ils ont même peut-être pas des forums qui permettent qu'on puisse les écouter. Ils n'ont même pas les informations sur les entreprises qui ouvrent
dans les différents secteurs. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir un peu plus de salons qui parlent de la mobilité de la France, du moins de l'extérieur vers le Cameroun, sachant que nous, par exemple, à Subi, on fait des salons qui parlent de la mobilité du Cameroun vers l'extérieur. Mais on ne le fait pas parce que on veut que les enfants partent. Vraiment, c'est vraiment une dynamique. Vous voyez, ça vient vraiment des tripes. C'est pas une dynamique où les gens veulent que les gens partent bien. Parce que le facteur discipline, le facteur conformité, le facteur réglementaire, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre process. Et ça, beaucoup de personnes, malheureusement, n'en prennent pas compte. On aime la facilité. Je dois partir à tout prix, mais tu peux pas partir à tout prix. Sans avoir de but ou d'objectif même pour certains. Tu ne peux pas partir à tout prix. Tu peux pas te lever et dire, moi, je vais aller en France, enfin, je vais aller en Belgique, je vais aller... Non, tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire de la finance. Parce que quand je regardais le Cameroun, je disais, il nous faut de l'argent. Il faut faire des infrastructures, il faut faire des routes. Il faut faire l'argent comment? La banque. Mon calcul a été simple. Donc, il faut même déjà avoir un projet académique qui a du sens pour toi-même, qui a du sens pour ta famille, qui a du sens pour ton pays, qui a du sens pour ton quartier. Et moi, personnellement, c'est en fait ça. Ça a été ça ma clé. Ça m'a toujours motivé. Hein. Dès on te propose, j'avais la vision. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Parce que ta vision va engendrer ta direction. Ma vision étant claire, j'allais rentrer. Et ma chance à moi, ça a été Africa Search. On va bâtir dessus. Nelly, Agnita, partir et clairement rentrer et apporter des connaissances. Vous avez travaillé quand même en France. Pourquoi avoir travaillé en France avant de décider de rentrer? Et surtout, quels sont les facteurs clés d'une réussite après des études à l'étranger? Déjà, moi, contrairement à Anita, je pensais pas forcément rentrer. Je pense même que au bout de 10 ans de carrière, surtout que ma carrière progressait plutôt très bien, j'ai intégré très vite les comités exécutifs de très grands groupes en France, conseil d'administration, et je suis sur un secteur très innovant. Enfin, je suis ingénieur en informatique, mais spécialisé en intelligence artificielle. Je faisais de la blockchain, donc 2 technologies très pointues. Et je me disais, mais en Afrique, c'est impossible. On n'a même pas les données, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Je ne peux pas me réaliser. Et moi, j'adore la technologie, je ne peux pas m'épanouir. Ce qui me fait rentrer, ce sont mes enfants. Quand j'ai eu mon premier enfant en 2013, le second en 2016, et je commence à revenir. D'ailleurs, même quand j'étais à l'étranger, même les vacances, je disais, il y a 195 pays au monde, qu'est-ce que je vais faire au Cameroun? Il y a tant de pays à découvrir. Et quand j'ai mes enfants, vu que mes parents vivent encore au Cameroun, on commence à revenir forcément chaque année, puisqu'il faut qu'ils créent un lien avec les grands-parents. Je me souviens la première fois que j'arrive au Cameroun avec mon fils, qui a même pas 1 an, on arrive à l'aéroport. Il fait chaud. Et l'enfant, il a des yeux, il observe tout. Et je sens dans son regard que je suis chez moi. Et au fur et à mesure qu'il grandit, je me rends compte qu'il a beau avoir 3 ans, il est dans les meilleures écoles en France, mais on lui fait ressentir qu'il est différent. Et je me dis, waouh, si j'ai pu faire la carrière que j'ai fait, si j'ai pu aller aussi loin, c'est parce que aussi mon pays m'a donné cette force-là d'être chez moi, de pouvoir passer dans la rue et on dit juste une femme est passée, pas une femme noire est passée. Donc ça, pour moi, c'était une très grande motivation. Je voulais pas que mes enfants grandissent dans un environnement où ils sont différents, où ils sont rabaissés et où ils ont du mal à savoir quelle est leur place. La deuxième raison, par rapport aux opportunités que j'ai eues, et je sais que les plafonds de verre existent notamment pour les femmes, et je me suis dit, waouh, si ces blancs-là me donnent le genre d'argent qu'ils me donnent là, ça veut dire que je dois créer une valeur incroyable pour eux. Si je rentrais au pays et que je faisais exactement la même chose, le nombre de jeunes, parce qu'en tant que manager, le kiff qu'on a, c'est vraiment de prendre des jeunes, de les faire grandir, qui deviennent aussi des managers. Et je me dis, si je pouvais rentrer et en créer 50, 100 pour le pays, dans ma zone de contrôle, ce serait incroyable. Donc,
moi, voilà les plus grosses motivations pour rentrer. Et souvent, j'explique à la diaspora, arrêtons de nous dire, oui, mais le pays va m'apporter quoi? Les institutions sont montées, sont descendues. Qu'est-ce que vous venez apporter au pays? Si vous êtes dans le « moi, je gagne quoi », en quoi êtes-vous différent de ce que vous critiquez? C'est ça. Chacun, dans sa sphère de contrôle, peut créer un micro-environnement où il impacte positivement et il apporte des solutions au lieu de ne voir que des problèmes. Exactement. Alors, Sandrine, vous n'avez pas eu le choix. Vous êtes restée, mais par contre, vous avez bâti une très belle carrière avec des études au Cameroun et en restant au Cameroun. Quels sont les facteurs pour constituer ce networking, le relationnel, bâtir votre relationnel et une carrière aussi solide au Cameroun avec des études faites au Cameroun? Alors, je vais reprendre ce que Anita a dit tout à l'heure. Très tôt, je savais ce que je voulais faire. Quand j'ai eu mon bac, j'ai été élevée par des femmes d'affaires, comme on le dit au Cameroun. Et quand j'ai eu mon bac, je me rappelle lors d'une réception, j'ai ma tante qui est un peu mon role model, qui me demande, Sandrine, qu'est-ce que tu veux faire? À l'époque, tout ce que je voulais, c'était être comme elle, et elle était une femme d'affaires. Quand je lui dis, je vais faire du business. C'est tout ce que je lui dis. Je veux faire des affaires. Elle me dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Dans ma tête, je dis, ça signifie toi, tout simplement. Mais je dis, je veux faire des affaires. Et ça a toujours été quelque chose d'assez clair pour moi depuis la terminale. Donc, ce qui fait que même quand j'étais à l'université, je faisais des petits boulots. Je vendais par-ci, je vendais la friperie, je faisais ci, je faisais ça. Et même après ma maîtrise, j'ai pas cessé, même quand j'ai été recrutée par le cabinet Bekolo, je me rappelle, le premier jour où monsieur Émile Bekolo, qui est le cabinet, quand il me reçoit pendant mon entretien, j'avais fait une sorte de pyramide où je lui avais dit, OK, j'ai 5 ans à faire dans ton cabinet. Et après 5 ans, je vais partir. Il a éclaté de rire. Je lui avais dit, la première année, voici ce que je vais apprendre. 2, 3 ans, voilà. Et puis à la 5e année, je m'en vais. Quand je suis au cabinet, j'ai des propositions de Tradex, j'ai des propositions de la Société Générale. Ma mère me dit pourquoi pas. Je lui dis non, j'ai jamais eu envie d'aller travailler quelque part. Je t'ai dit je veux être une femme d'affaires et le cabinet me permet de forger cette femme-là, cette femme d'affaires par le relationnel. J'étais déjà manager du business club du cabinet. J'avais en face de moi des dirigeants et tout. Et ce que j'avais à apprendre là-bas était plus important pour moi. En juin 2017, quand j'entre dans le bureau de monsieur Bekolo et je lui dis je m'en vais. Il me dit, mais tu as trouvé du travail? Je dis non. Il y a un problème? Je dis non. Comme je te dis, après 5 ans, je devais partir. Ça fait 5 ans. Je suis entrée en 2012, en 2017, il faut que je parte. J'ai un plan, j'ai une vision claire de ce que je veux être et je construis mon moi professionnel de façon très méthodique et très rigoureuse. Après, je me suis lancée tout de suite dans l'entrepreneuriat et je peux vous dire que ça n'a pas été tout de suite, ça n'a pas été facile. Mais pour moi, c'était un peu le socle. Je reproche un peu, même à ceux qui restent ici, le fait de ne pas construire leur moi professionnel, de ne pas savoir vers la terminale ce qu'ils veulent faire, comme elle le disait, on va aller à l'école sans savoir pourquoi. On va choisir une filière sans savoir pourquoi. Et on commence à chercher à se préparer pour le monde de l'emploi après la maîtrise. Mais tu as déjà perdu 4 ans. Ce qui fait qu'après ta maîtrise, tu es en colère parce que tu te dis, mais j'ai fait toutes ces études, pourquoi? Mais ça fait 4 ans que tu aurais dû commencer à te préparer. Ça fait 4 ans que tu aurais déjà dû avoir une page sur LinkedIn. Ça fait 4 ans que tu aurais dû assister à des colloques. Quand Anita va faire une masterclass, d'y inscrire, ça ne te coûte que 10 000. De regarder les events intéressants, de regarder des formations en ligne. Ce n'est pas après la maîtrise que ça se prépare. Donc pour moi, le fait d'être resté ici, la clé c'était savoir exactement ce que je voulais faire. Et en deuxième, je pourrais dire, je suis très curieuse de nature et j'aime bien découvrir. Donc du coup, je voulais savoir comment on fait pour être comme tel, pour être comme tel. Je n'ai pas peur, j'ai presque peur de rien. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Il fallait construire son réseau. Donc, il fallait aller vers ses pairs ici. Il fallait toquer des portes. Il fallait avoir le courage d'écrire à un directeur général sur LinkedIn. Je suis Sandrine Yambal. Je fais ci, je veux faire ça. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que vous pouvez?
ici au Cameroun, tout comme à l'étranger, et je le dis souvent, la réussite n'a pas de nationalité. Que tu aies fait tes études en France, en Angleterre ou au Cameroun, ce n'est pas forcément ça la clé. Ça a certainement des avantages, mais réussir une carrière est une décision personnelle et elle se construit. Donc voilà un peu pour moi ce que je pourrais dire. Anita, vous qui êtes dans le secteur de l'éducation, qui accompagnez ces étudiants en tant que directrice générale de Studly, alors pour un étudiant qui souhaiterait rentrer au Cameroun, quels sont selon vous les secteurs les plus porteurs aujourd'hui? Alors, je commencerai par la finance. Aujourd'hui, on a quand même un développement assez important au Cameroun, hein, en Afrique en général. Tout ce qui est plateforme digitale, tout ce qui est inclusion financière. Vous avez un développement assez accentué des plateformes de mobile money. Vous avez des outils aujourd'hui qui permettent que l'écosystème économique se transforme. Vous avez plus de personnes aujourd'hui qui ont du mobile money que des comptes bancaires. Donc, c'est un fait. Et il y a de quoi faire. Vous avez des gens qui n'ont jamais vu une banque, mais qui vous parlent de finances comme s'ils étaient des experts. Parce qu'avec leur simple mobile money, ils font des transactions à travers le Cameroun, à travers le monde. Donc, comment se développer un business qui permet de répondre aux besoins de cet écosystème? Pour moi, c'est l'axe prioritaire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, si on veut construire un pays, il faut l'argent. On dit qu'on doit construire le Cameroun. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de financer. Et ces moyens de financer, là, ça sera grâce à l'épargne des Camerounais. Exactement. Donc, il faudrait qu'on trouve des moyens d'épargner. Comment on peut épargner? On est pratiquement 30 millions. Si dans les 30 millions, on a 20 millions qui arrivent à épargner 1000 francs, on arrive à faire les routes. C'est ça. Vraiment, toujours des solutions. Ça, c'est le premier élément, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Oui. Au Cameroun, je pense qu'on a à peu près 7 millions d'hectares de terres arables. Mais est-ce que vous pensez qu'un étudiant qui est à l'étranger, vous lui dites rentre au Cameroun, tu cultives le riz ou le maïs, il va trouver ça intéressant de se salir les mains? Parce que pour certains, ce n'est pas... Pour certains, je suis benguiste. Exactement, c'est pas des secteurs porteurs. Le vrai benguiste, c'est celui qui a compris que le riche, c'est celui qui a la terre. Et puis le vrai benguiste, c'est celui qui a la capacité d'y retourner quand il veut. Exactement. C'est celui qui vient au Cameroun, qui vit et puis qui peut se payer un billet d'avion pour rentrer. Et Anita le disait, il faut rester même dans la réglementation. Beaucoup restent sans papier, sont dans des conditions très précaires, mais ils préfèrent souffrir là-bas que de rentrer. Exactement. Le grand-père a laissé des hectares, mais va cultiver, tu nourris ton village. Parce qu'il y a un écosystème que tu vas transformer. Tu vas pouvoir gagner de l'argent avec cela. Tu vas pouvoir faire une chaîne de valeur. Je cultive les tomates. Je les transforme. Je les vends. Je les exporte. Voilà quelque chose qu'on peut créer. Mais ça ne part de rien. Mais on veut toujours avoir on voit des grosses chaînes aujourd'hui. Vous voyez, vous achetez du ketchup Heinz, vous dites que il a commencé comme ça. Il a commencé en faisant des tomates. Par la culture, effectivement. Qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir transformer ton épices? On a même des exemples africains comme Dangote, qui a commencé par la culture et maintenant il est dans l'industrialisation. Exactement. Vous avez des plantations d'avocats, vous avez le bois de... Nous avons tout. 7 millions d'hectares de terres arables. Donc, on a de quoi faire. On peut se diviser ça, chacun se bat. C'est vrai. On fait une industrie, on s'assoit, on s'associe, on va chercher des infrastructures à l'extérieur, des machines pour pouvoir faire ça de façon industrielle. Effectivement. Vous avez ça, vous avez aussi, moi je vais appeler ça l'éducation technologique, enfin, l'EdTech, ça s'appelle comme ça, la formation. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et on se rend bien compte que beaucoup vont à l'école, mais ils ne sont pas formés. C'est ça. Moi, je suis impressionnée par le nombre on a TikTok, on a tous ces réseaux. On peut aller... Nous, à l'époque, il nous fallait acheter des livres, commander. Attendre 3 mois
on me les rapporte. Que quelqu'un rentre de France pour amener le produit. Aujourd'hui, on a son téléphone, on a le monde dans son téléphone. Oui. Et on a, et on, je dis ça, moi je dis souvent ça, je rencontre, c'est que combien de livres tu as lu, combien de compétences tu as acquis cette année. Je veux avoir une promotion, je veux apprendre quelque chose, mais je ne me forme pas. Or, aujourd'hui, on peut, avec ce qu'on est en train de vivre dans le monde est en train de se refaire, chacun revendique son identité. On peut refaire notre éducation avec notre identité, faire des formations, créer des EdTech avec nos langues maternelles. Effectivement. Beaucoup d'entre nous ne savent pas parler la langue maternelle parce qu'on nous a imposé le français. Vous avez deux parents qui sont de deux tribus différentes. À la maison, ils vous parlent le français ou l'anglais. Sauf qu'on n'est ni français, ni anglais. On est Douala, on est Bamileke, on est Bassa, on est Betty. Mais est-ce qu'on le sait? Donc, l'EdTech aussi est pour moi un secteur porteur. Et je parlerai quand même aussi de tout ce qui est logistique infrastructure. Oui. S'il vous plaît, les ingénieurs, là, allez faire l'ingénierie dans le monde de construire ce pays. On ne peut pas dire qu'on veut être dans les projets comme on dépense temps et on ne sait pas faire une route. C'est ça. Les ponts, on va cultiver, on va les cultiver. Et après, on va transporter. Comment je vais transporter ma culture de champ pour la mettre au port de Douala? Il me faut des routes, il me faut des camions, il me faut une logistique. Il faut que je gère tous ces aspects-là. Et ça s'apprend. Et le développement infrastructurel aussi est un facteur pour booster l'économie. Bien sûr. Donc, c'est très important. C'est la base. C'est la base. Donc, s'il vous plaît, finance. On fait finance. Agriculture, parce qu'il faut qu'on mange bien. Formation avec l'EdTech, éducation à la technologie. Et puis, ingénierie. Alors, Nelly, dans la même lancée, quel est le conseil que vous donnerez à une jeune femme, puisqu'on est dans le mois de la femme, qui hésite entre rentrer au Cameroun et rester à l'étranger? Quel conseil est-ce que vous lui donnerez? Oh là là, deux cas de figure, elle est célibataire ou elle est accompagnée. Les deux. Je crois que les deux profils vont regarder, donc ce serait bien d'attaquer les deux. Non, mais je pense que si elle est seule, c'est un peu plus facile parce que ça rejoint un peu ce que Sandrine disait, et Anita, c'est de s'interroger sur son moi, qu'est-ce qui nous motive, quelle est ma passion, qu'est-ce que je veux accomplir dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut rêver grand, il faut avoir de l'ambition, mais une ambition qui n'est pas seulement quelque chose d'égoïste tourné vers soi, mais c'est aussi je veux devenir ça. Sandrine veut devenir une businesswoman parce que elle voit aussi l'impact que ça peut avoir sur la communauté. Donc c'est vraiment de se penser comme un élément de construction fondamentale pour son pays, pour sa communauté. Une fois qu'on a identifié son moi, je pense que la réponse à 1000%, c'est je rentre. Ouais. Vraiment, ça peut pas être je reste. C'est je rentre, mais au moins je rentre avec un canevas. Avec un plan. Maintenant, si on est accompagné, j'espère qu'on a fait le bon choix. Parce que vraiment, c'est un facteur clé de réussite professionnelle, le conjoint. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, je pense que, avec tout ce qu'on vient de dire, la décision la plus importante de leur vie, c'est vraiment de bien choisir, avec qui elles vont être accompagnées, parce que ça peut défaire ou faire. Exactement. Donc, si on est accompagné, c'est vraiment, là, c'est une décision de couple. Moi, dans mon cas, c'est pas une décision que j'ai maturée très, très longtemps. Je crois que les choses m'arrivent toujours souvent par des rêves, je sais pas, peut-être j'ai une intuition développée. En novembre 2019, et je me lève un matin et j'en ai ras-le-bol. Je dis à mon mari, mais, et si on rentrait? Et il me regarde et il me dit, ouais, bah oui, si tu veux. Et pourquoi? Parce que j'ai choisi la bonne personne qui a toujours été là pour se dire, c'est une femme qui est très réfléchie. Si elle le dit, même sur un ton de la plaisanterie, elle a un plan. Et donc, allons-y. Je suis. Ben, s'il me disait non, je pense que j'allais être dans un process de négociation. Et je sais qu'au bout de 3 mois, 6 mois, je l'aurais eu à la longue. Voilà, je me connais ça, vraiment, ça, c'est...
C'est un petit voilà, problème. tout à fait. Tout à fait. Non, ça, je sais que ça aurait pris plus de temps, mais j'aurais réussi à le convaincre. Donc, oui, il faut vraiment avoir un plan, mais je pense qu'il faut rentrer. Quand je suis rentrée en plein Covid, et je me souviens, beaucoup de gens me disaient, mais il n'y a pas de respirateur au Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux, vous allez tous crever, les enfants, tu es une mère indigne. Et je rentre, on arrive au mois d'août, et au mois d'octobre, je repars pour une conférence. Alors, il y a tout le monde qui me dit, mais alors cet enfer, les poubelles, les machins. Et là, je leur dis étonnamment, je suis dans mon paradis sur terre. Ouais. Et je pense qu'ils se sont dit, peut-être c'est la naïveté, le nouveau, Le déni. mais 5 ans plus tard, c'est la même réponse, elle est encore plus accentuée. Quand je vois ce qu'on a réussi à mettre en place, quand je vois ce que des femmes au Cameroun arrivent à mettre en place, je me dis, si le Cameroun était dirigé par plus de femmes, je crois qu'on serait beaucoup plus loin. Oui, effectivement. Justement, à la suite de Nelly, je suis tentée de vous poser une question à toutes les deux, Anita et Sandrine. Est-ce que vous pensez véritablement que la vie du conjoint doit impacter la carrière professionnelle d'une femme ou non? Oui. À défaut, on reste seul. Enfin, je veux dire que ce soit un fiancé, un copain ou un mari, c'est un compagnon. C'est pas une personne qui est là comme un pot de fleurs qui met sa vie en parenthèse. Par exemple, toi, tu vis la tienne. Il faut une conversation entre vous deux. Il faut décider du style de vie, du cadre de vie que vous voulez. Il faut décider du style de vie que vous voulez offrir à vos enfants, du style de vie que vous voulez offrir à votre famille, la capacité que vous voulez avoir d'aider un ami en besoin ou bien alors de faire des donations dans des orphelinats ou bien dans des hôpitaux. Et quand vous tombez d'accord là-dessus, eh bien, on regarde, est-ce que c'est mon travail qui me permet ou est-ce que c'est le tien ou alors est-ce qu'on se met en affaire. Mais il est très important d'avoir la vie de son compagnon parce qu'à la fin de la journée, quand tu as fini de taffer 10 heures, 12 heures, tu rentres quelque part trouver quelqu'un et autant ton travail va affecter ta maison si quand tu es stressé au boulot, autant ce qui se passe à la maison peut avoir des conséquences sur ton travail. Donc il est très important d'avoir cet accord-là, de demander cet avis. C'est pas une permission. D'accord, on est d'accord, c'est pas une permission. Je ne te demande pas la permission d'être qui je suis sur le plan professionnel, mais ton avis compte parce que tu es celui qui partage la vie. Et maintenant, on n'est pas toujours d'accord sur le comment les choses doivent se faire, mais, et là, comme Nelly le disait tout à l'heure en parenthèse, on entre dans la phase de négociation, des compromis, parce qu'à la fin de la journée, les relations, c'est aussi ça, savoir ce que je peux laisser pour faire bénéficier, enfin, au bénéfice du couple, ou alors ce que je ne peux pas abandonner parce que je ne peux pas me sacrifier moi. Mais je trouve que demander l'avis, d'abord, c'est respectueux pour son compagnon ou bien pour la personne qui partage sa vie, mais surtout, c'est se donner la capacité d'être un peu plus libre et à l'aise à faire ce qu'on fait. Parce que bon, ok, on a un support système à la maison, on n'a pas quelqu'un, quand on va travailler le samedi, qui va nous regarder en disant, ouais, mais ton boulot, là, ça commence à bien faire, mais ça fait toujours du bien de savoir qu'on est aligné, comme on dit souvent, qu'on est aligné et qu'on, enfin, Anita, ton avis là-dessus? Moi, je vais partir sur un principe simple, le principe du vase communicant. On n'a pas de vie. Parce que beaucoup pensent qu'on a une vie professionnelle et une vie personnelle. C'est une vie d'une seule. Donc, quand ça va mal à la maison, ça va aller mal au bureau. Quand ça va aller mal au bureau, ça va impacter la maison. Quand on décide de se marier, d'être avec quelqu'un, d'abord, on est d'abord des femmes. Moi, je suis très traditionnaliste dans ce domaine-là. Je suis pas sur l'égalité parce qu'il n'y a pas d'égalité. Je vais jamais penser si tôt parce que j'ai pas la forme de le faire. Moi, je suis une femme fragile. Je regarde cette féminité-là. Je pense très sincèrement. Donc, les débats sur l'égalité de certaines choses, pour ma part, non, je ne suis pas dedans. Et quand vous décidez donc de vous marier, il faut savoir quel type de mari vous voulez avoir. Est-ce que soyez sûr que si vous avez un traditionnaliste, pour votre carrière, comme disait Nelly, un comité de direction, on finit de venir à 23h minuit, vous devez expliquer au traditionnaliste qui lui dans ce qui n'est pas, parce qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mauvais type. Ouais. Le traditionnel, si tu acceptes d'épouser un traditionnaliste, accepte qu'il y a des règles pour vous imposer et tu l'acceptes et tu vis avec. Ouais.
ne sois pas avec un traditionnaliste et tu veux vivre une vie de féministe. Ouais. C'est pas possible. Donc, il y a déjà ce point-là où beaucoup, je pense, de femmes se perdent. Et donc, quand on est de l'autre côté, on a une certaine ouverture d'esprit, il y a une certaine liberté, pour ne pas dire une certaine libéralité. Et c'est très libertin. C'est même pas liberté, c'est libertinage. Non, c'est vrai. On est ouvert à d'autres choses. Et on arrive au Cameroun, on est encore très traditionnel, on respecte certaines choses, on ne veut pas y avoir de la pudeur. Et on se dit, non, moi, je veux rentrer, tu peux nous... Non. Donc, pour ça, tu veux rentrer. Pour moi, je te dirais, oui, rentre. Mais quand tu vas rentrer, selon que tu sois traditionnaliste, dis-toi que tu as un chemin de traditionnaliste et tu as des cases à cocher. Si tu es quelqu'un qui est avec toi et qui te dit, ok, ma femme, ma chérie, tu es une merveille. Je vois en toi ton potentiel et je vais t'aider. Et je te souhaite d'avoir ce type d'homme. Je vais t'aider à être une étoile et sois contente et profite de ça. Mais garde ta place de femme parce qu'une femme, sérieusement, elle a dit, je le crois fortement, qu'il y avait plus de femmes qui géraient les affaires. Extrêmement. Et quand tu as une femme qui sait qu'elle est aimée, accompagnée, mais elle peut tout faire. Mais l'amour est plus sucré quand même au pays, hein, les filles. On va pas s'éloigner du débat, mais c'est intéressant parce que nous sommes dans le mois de la femme. Vous êtes des femmes battantes et inspirantes. Donc, ce qui m'amène à poser une autre question encore à Nelly. Est-ce que vous pensez qu'il est évident, en tant que femme indépendante, directrice générale d'une grosse boîte qui fait des milliards en chiffre d'affaires, d'être posée à la maison, de se dire quand je rentre, je ne suis plus cette femme que tout le monde appelle madame au bureau, celle qui brasse des milliards dans une entreprise. Est-ce que la femme sait garder sa posture? Vous êtes une femme indépendante. Est-ce que... On en a besoin. Moi, j'ai besoin, à un moment donné, de ne plus être la bosse. J'ai besoin de retrouver cette féminité-là. Malheureusement, dans les postes de direction qu'on occupe, je pense qu'on doit sécréter beaucoup le testostérone. C'est normal. J'ai envie de faire un cran. Oui, tout à fait. Donc, quand on rentre à la maison, on a besoin que le taux d'oestrogène augmente au plus haut niveau. Non, moi, à la maison, je deviens l'objet le plus fragile du monde. Et d'ailleurs, tout ça avec mon mari, ou avec mes parents, c'est comme si j'avais 10 ans. Maman, j'ai besoin de ça, maman. Mais, en fait, c'est un besoin viscéral. Et c'est un jeu, c'est pas nickel. C'est des vases communicants, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une personne équilibrée? On peut pas, enfin, des fois dans nos meetings, tu veux jouer un rôle qui sont beaucoup plus dur que tu ne le l'es, parce que c'est comme ça aussi que tu assois le respect. J'ai vraiment besoin de ce cocon où tu peux être fragile, où tu peux être vulnérable. Et c'est très important que ce soit son compagnon. Le nombre de femmes et d'hommes que je vois dans les maisons sont des dortoirs ou des réfectoires. C'est compliqué parce que à ce niveau-là, vous ne pourrez pas avoir du succès sur le long terme. Parce qu'à un moment, on craque. Et du coup, on va déboucher sur la santé mentale. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de situations, de problèmes de santé mentale non diagnostiqués souvent dans nos environnements, parce que on oublie que la vie, c'est un balancier, c'est un équilibre assez subtil. Et il faut s'autoriser à pouvoir embrasser tous ces personnages-là, encore plus quand on est une femme, avec la pression familiale qu'on peut avoir, professionnelle, ce que la belle famille attend. Donc c'est important d'être pleinement femme quand on rentre chez soi. Alors Sandrine, revenons dans le débat sur partir ou rester après ses études. Du coup, quels sont les points forts de rester dans son pays pour ses études et de s'y investir pleinement? La connaissance du terrain. Premièrement, je veux dire, quand t'es pas parti, t'as une connaissance du terrain quand même très importante pour bâtir ta carrière. Je veux dire, très tôt, tu sais à quel genre de challenge tu devras faire face.
tu maîtrises ton environnement, tu prends le temps d'étudier les entreprises, tu as le temps de faire des stages. C'est plus facile pour toi quand tu as IME ou bien à JFN, avant la fin de l'année, de demander un stage à Orange, à Student ou voilà, Ejara, voilà, c'est plus facile. Tu maîtrises le terrain, tu as des mentors à proximité. Parce que les hommes d'affaires, ces role modèles-là qui peuvent t'accompagner, ils sont là, ils sont pas à l'étranger. Tu peux aller leur parler au bureau, tu peux les coincer dans les événements, dans les conférences, ils sont disponibles. Donc pour moi, la proximité, la connaissance du terrain, la facilité à maîtriser comment te faufiler entre les mailles, tu connais le système. Voilà. Tu sais comment le système fonctionne. Tu sais très tôt que bon, je dis souvent, il y a des groupes. C'est-à-dire, sur le marché de l'emploi, il y a ceux qui sont voilà, il y a ceux qui sont recommandés, parce qu'on va parler vrai, c'est-à-dire dans chaque entreprise, tu as les recommandations. Tu as ensuite, comment dire ça, tu as ceux qui ont eu la belle opportunité, ils étaient au bon endroit, au bon moment, ils ont rencontré la bonne personne. Ils sont pas forcément les plus intelligents, mais ils étaient là où ils devaient être. Ensuite, tu as ceux qui doivent vraiment être parmi les meilleurs, c'est-à-dire c'est ni la case 1 ni la case 2. Et après, tu as ceux qui ont hérité, je suis fils d'eux, je suis la fille d'eux. Quand tu es resté, tu sais un peu comment ça fonctionne. Tu sais comment te préparer en fonction de la case où tu te trouves. Tu sais, ok, si je fais pas partie, je suis pas héritière d'eux, je suis pas fils d'eux, je suis recommandée par personne, je n'ai aucun nom, j'ai pas, donc je dois faire partie des meilleurs. C'est-à-dire, quand on dit chaque année, on a pratiquement 800 000 masters 2 qui sortent de l'université, combien d'entreprises pour les employés. Donc tu dois tout de suite te définir. Donc tu dois savoir que j'ai évolué dans un système où, quand j'ai mon master 2 à JFN, il y a une centaine, la Cato, il y a une centaine dans telle autre université. Donc on va se retrouver tous sur le terrain, et puis ça devient une seconde guerre mondiale. Il faut se battre pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, rester, c'est un peu cet avantage, ce sont ces avantages-là que tu te donnes très tôt pour pouvoir bâtir ta carrière. Mais moi, je pense que quand on est Camerounais, là, ça m'a bien. Oui. La débrouillardise, comme on dit souvent. Je pense que tous les Camerounais, à partir du moment où ils ont même passé 5 minutes, 5 minutes, ils développent des aptitudes. Non, exactement. Oui, c'est ça. Et comme elle dit, on a une capacité d'adaptation. Quand on fait des colloques internationaux, les Camerounais, on est toujours devant. C'est impressionnant, mais on a une capacité d'adaptation. C'est ça. Comme Sandrine le disait, ceux qui restent, certes, ils ont cette lecture, mais ceux qui rentrent, on attend vite. C'est ça. Qui ne pense pas qu'en restant là-bas, vous allez être perdu, vont nous dépasser, jamais. Parce qu'on est tous Camerounais, c'est le sang là qui coule dans nos veines. Effectivement. Dès que vous arrivez dans un milieu, vous regardez rapidement, vous savez détecter toutes les catégories qu'elle a énoncées. Vous savez que moi, je dois aller comme ça. Et au fil des liens, ça marche. Donc, pour moi, Après, je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que ceux qui reviennent arrivent à l'acquérir, s'ils reviennent avec humilité. Voilà. Parce qu'on a avec humilité et sans jugement. Parce qu'on a beaucoup de personnes diaspora qui reviennent et qui pensent que parce qu'ils ont été à l'étranger, ils sont meilleurs, ils vont critiquer, mais pourquoi il y a ça? Alors que, bien sûr, Anita, je vais te raconter. Alors qu'en vérité, même là-bas, c'est pareil. Il y a les fils d'eux, les machins, et ils ne se sont jamais posé la question, mais quand ils rentrent au Cameroun, ils sont très judgmental. C'est pourquoi ça? Mais non, on fait pas comme ça avant. Lors du recrutement dernièrement, je cherchais un profil. Alors j'ai reçu des CV et parmi lesquels j'avais 3 qui venaient qui venaient de Paris, et je crois un autre CV qui me venait du Maroc, quelque chose comme ça. Alors pendant l'entretien, tu vois, il a cette hauteur-là, c'est-à-dire il sait même pas s'il correspond au poste, il ne sait même pas s'il a quelque chose, mais il est à Paris, il a fréquenté à Paname. Donc
ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il mérite un ordre. C'est ça. Donc, et c'est tout de suite qu'il mérite un grand salaire. Salaire. Alors, je pose des questions après. Attends. Alors, je pose question après que j'arrive à la question fatale, prétention salariale. Alors, madame, 2500 €. Alors. Je dis rien que ça. Je dis d'accord? OK. Alors, moi, j'ai un truc quand je recrute. Je veux bien te payer même 10 milliards, mais je paye quoi? C'est ça. Qu'est-ce qui vaut 2500 €? Vous pensez que quels sont les livrables que vous allez m'apporter qui valent 2500 €? C'est ça, parce qu'il faut que... Non, madame, je vais faire ça. Écoutez, ce que vous allez faire là, il y a vos candidats qui m'offrent pareil. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui vaut 2500 €? C'est ça. Écoutez, je suis sûre que je suis meilleure que les autres, et puis j'ai quand même fait de grandes études. Je dis, voilà, on est arrivé où je voulais qu'on arrive. Vous partez sur le principe que parce que vous êtes à l'étranger, et pour moi, c'est pas la jeune fille qui n'a pas pu voyager qui s'exprime. Non, loin de là. Mais je dis, comme Idjara l'a dit, il est important quand ils reviennent de se dire que, OK, on vient dans un marché, on va s'adapter, on va se mettre au niveau du marché, on va évoluer avec le marché, et le fait qu'on ait fait Harvard ou bien John Hopkins ou bien la Sorbonne ne fait pas forcément de nous des privilégiés sur le marché. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir le boulot. Non, c'est pas sur ça que tu vas te baser. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le succès de ta réussite, elle n'a pas de nationalité. Elle ne porte pas le nom d'une école. Donc tu as beau sortir de la plus grande école à l'université au monde, et moi je suis sortie de SOA. Quand on arrivera en entretien où Studeli a besoin d'une directrice commerciale, je te battrai à plat de couture, je suis sûre. Pas parce que j'ai été à SOA ou bien parce que j'ai pas été, mais je compte sur ces capacités que j'ai développées avec le temps, une expérience que je suis sûre de mettre au profit de la boîte. Je pense que c'est un peu ça qui crée aussi souvent beaucoup de frustration pour ceux qui ont fréquenté à l'étranger, et ils vont dire sur les réseaux, il n'y a pas de boulot au Cameroun, il n'y a pas. Vous y prenez très mal, les amis. Oui, c'est ça. Alors, oui. Alors, quand on parle d'humilité, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que on ne compare pas l'incomparable. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, on n'a pas le même niveau de développement. Et on n'a pas le même niveau de vie. Je vais vraiment insister dessus. Quand l'Européen nous dit qu'on est pauvre, ma grand-mère n'est jamais... Non, mais parce que je vais aller dans ton sens. Ma grand-mère mange de manioc tous les jours avec des prunes. Son alimentation est équilibrée et elle n'est jamais pauvre. Donc, toi, quand tu viens, tu as fait des études à Harvard. Nous, on veut que tu ramènes Harvard ici. Donc, il faut que tu rentres de Harvard et tu fasses que les Harvardiens du Cameroun soient... Mais en venant ici, dis-toi que tu es dans un... Le cycle n'est pas le même. Nous, on est dans un cycle embryonnaire. Donc, on est en train, vraiment comme une graine qui est en train de se faire. On dit que l'Afrique est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Bien sûr. Mais l'avenir, la graine, l'arbre, vous avez vu quel arbre pousser en une journée. Il faut le temps. Il nous faut du temps. Donc, même quand tu arrives, comme je vais prendre ton cas, 2500 €. Mais je suis désolée. Il faut qu'on dise aux gens, oh, moi, je parle de mon expérience. Hein, je suis rentrée, mais mon premier salaire, il était de 500 000. Mais je vivais très bien. Ça veut dire que 500 000, j'arrivais à payer un loyer. Et, oui. À te vêtir, à manger. J'arrivais à manger parce que j'ai épargné, je précise. Donc, quand ils viennent, eux, ils ont des ambitions de dire, ah, moi, je veux gagner 3 000 €. Mais tu n'es pas en France. Et les réalités ne sont pas les mêmes. En France, c'est impossible. Tu peux très impossible. Un très bon studio à 50 000. Tu vas donc faire tes ratios revenus, épargne et tout. Et tu t'en sors très bien. Tu vas épargner, tu vas acheter même après 6 mois, 1 an, un terrain. Ouais. Donc, c'est possible. Sauf que toi, tu arrives avec une idée en te disant, OK, moi, j'habitais dans le 16e arrondissement. Il faut que quand je rentre, mes copains voient que j'ai le Prado. Il faut que... Non. Oh, moi, je précise, hein, peut-être vous aussi, les autres. Quand j'ai commencé ici, moi, ma voiture me lâchait sur le beach. Ça faisait c'était sur le beach. Et parce que c'était une étape. Tu ne vas pas venir en disant... Et tu claques des doigts, tu as un l'encriseur. Non. Mais on se construit, mais je ne... Pour rien au monde. On me demande de recommencer, je recommence puis 100 000.
pour rien au moment, je regrette cette décision. C'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Oui. Parce que j'ai vu les choses bâtir, j'ai compris la force du travail, j'ai compris l'humilité. L'humilité. J'ai compris que ce pays regorge de talent, regorge vraiment de Richesse. d'éminence Oui. dans tous les domaines. Moi, j'ai commencé à la Société Générale, mais je vous dis, c'est papas qui m'ont formé. Mais quand je les écoutais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je foutais en France? Mais ils vous parlaient de la banque, mais sérieusement, je me disais, mais qu'est-ce que je foutais là-bas? Ils te parlent technique, tu apprends, mais et comme tu disais, tu viens avec humilité. Pas que je suis âgé bac plus 5, parce qu'un grand professeur de Sorbonne m'a donné des cours. Et puis non, ici tu as des éminences, sauf que dis-toi que c'est ton pays, avec ses réalités, et aujourd'hui, tu dois gérer avec ça. Donc vraiment, c'était la petite décision que je voulais faire. Et je voulais ajouter quelque chose. L'école, je dis tout le cursus, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à ce qu'on arrête. On se dit souvent c'est un investissement. Et je sais que parfois on a la pression des parents après la maîtrise, ou je sais pas, qui commence à dire bah écoute, j'ai investi tel nombre d'années, il faut que tu trouves un travail décent qui me permet. On a beaucoup de parents qui vont nous dire ça, que écoute, tu es allé toutes ces années là à l'école, c'est pas pour que tu sois pas capable de t'occuper de moi. Alors comme tout business, il faut se dire que même si tu as investi des milliards, c'est-à-dire fais les plus grandes écoles que tu veux, que ce soit à l'étranger ou ici, peu importe le nombre d'années. Comme tout business, ça prend le temps. La rentabilité, c'est sur le temps. Ce n'est pas la première année, c'est pas la deuxième année que tu vas te rembourser tous tes frais scolaires. Non, c'est sur un nombre d'années, c'est-à-dire que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, tu construis cette entreprise personnelle, professionnelle-là qui est à toi, où tu te dis que l'investissement a été toute cette partie que où tu as été à l'école, et maintenant le return on investment, c'est on sait un peu les principes. C'est ok, c'est pas après première, c'est pas après 5 ans. Les dividendes dans une entreprise, normalement, c'est souvent à partir de quoi, 5 ans, 10 ans. Vous voyez un peu. Donc il y a cette pression là qu'il faut pas avoir tout de suite quand on a fini les études, de penser que ok, tout de suite là maintenant je sors de la Cato, je vais rentabiliser mes études. Non, il faut se dire que ça prend le temps. Alors rapidement, une dernière question à toutes les trois. Est-ce que vous croyez plus à l'auto-entrepreneuriat quand on rentre au Cameroun ou quand on rentre dans son pays après des études à l'étranger? Ou alors est-ce qu'il faut se dire directement non, les bureaux, la bureaucratie? Qu'est-ce que vous prônez plus aujourd'hui, Anita? Alors moi je dirais, je commencerai par ce qu'il faut se connaître. Oui. Il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et qui sont faits pour être des bons professionnels. Effectivement. Et malheureusement, je parlais tout à l'heure du système éducatif, on ne nous l'apprend pas vite. On a parlé tout à l'heure avec Nelly de l'éducation financière, qu'il faut que plus jeunes on parle à nos jeunes enfants, à savoir épargner. C'est des choses qu'on doit faire naturellement. Moi, je vais prendre mon cas. Je suis une professionnelle aujourd'hui. Je travaille dans une société qui fait des milliards de chiffre d'affaires et tout ça. C'est mon cas. Donc, pendant toute ma carrière, j'ai travaillé pour des grandes entreprises. C'est mon profil à moi. Oui. Nelly et Sandrine ont des profils différents, entrepreneuriat et tout. Donc, on ne peut pas calquer. C'est pareil. On ne peut pas calquer. Moi, je vais être Nelly. Nelly elle a son expérience et elle a sa force. Sa force. Oui. Vous voyez? Donc, il faut connaître sa force. Moi, je dis toujours, tu peux pas, quand tu vas chez le médecin, il te donne un diagnostic. Il regarde quels sont tes symptômes pour te donner un médicament. Or, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes font? Ils vont sur TikTok. Ils vont voir Eva. Elle est journaliste, elle fait bien, elle est jolie. Moi, je veux être comme Eva. Sauf que Eva, toi, tu as une structuration entrepreneuriale et tu sais exactement ce que tu vas faire. Et moi, mon message, c'est ça. La première chose, c'est que vous soyez professionnel ou entrepreneur, vous avez des revenus principaux. Oui. Je suis une professionnelle, vous faites une carrière. Il n'y a pas de mauvais profil. Vous pouvez commencer en tant que caissière et finir directeur général. Exactement. C'est une structuration, c'est une préparation. À côté de ça, il est important de dire à tous nos frères qu'il faut avoir des revenus supplémentaires. Oui. Donc, chaque Camerounais, et ça on nous le dit, mais on a ça dans notre sang. C'est vrai. On est tous entrepreneurs. Je vous mets au défi, qui n'a pas fait le business ici?
Qui n'a pas vendu un jour quelque chose? On est tous les quatre là. Qui n'a pas vendu un jour? Non, toutes. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Donc, on a toutes quelque chose. On a tout à nous. C'est-à-dire, et c'est ça notre force. C'est en fait ça on devrait même prôner. En chaque Camerounais, il y a de l'entrepreneuriat. Mais, pour revenir à ta question, Eva, on a deux types de professionnels et entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Il y a des gens qui excellent parce qu'ils sont de très bons professionnels. Et c'est un type de personne, il faut se connaître. Et pour ça, il faut faire grandir ses compétences, il faut connaître son environnement, il faut lire, il faut étudier, il faut continuer à apprendre pour savoir quel est. Nelly, tu es d'accord avec le point de vue d'Anita ou... Je vais juste le compléter. En vérité, je pense que si on revient sur l'entrepreneuriat, même quand on est professionnel, ce côté entrepreneurial qui est dans notre ADN, on devient un intrapreneur. Souvent, on voit des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs dans une discipline, qui sortent d'école et ne se rendent pas compte que la construction que Sandrine mentionnait, quand elle décide d'aller faire 5 ans dans ce cabinet, et c'est exactement ce qu'elle doit acquérir. Elle sait qu'elle va faire l'entrepreneuriat, mais qu'elle ne peut pas aller ex nihilo, sans réseau, sans argent, sans compétences. Donc même pour devenir entrepreneur, en tout cas si on veut bâtir quelque chose qui peut valoir des milliards demain et qui peut résister au temps, il faut avoir des compétences. Il faut commencer peut-être par être professionnel. Et quand on est professionnel, il faut qu'on soit un excellent professionnel. Parce que quand Anita dit qu'on est tous entrepreneurs, on va à côté. Moi, j'ai eu des cas chez moi, des gens qui viennent, ils ont leur salaire et ils pensent que pendant leurs heures de travail, comme on a dit que c'est Kiyosaki qui a dit qu'il faut multiplier les sources de revenus, pendant leurs heures de travail, ils vont faire leur gombo. Mon ami, comment? Non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est manquer d'éthique, manquer d'intégrité qui est la base même de l'entrepreneuriat ou du professionnalisme. Donc, si déjà tu n'as pas ça, je vais dire une anecdote. Souvent, les gens me demandent, mais comment tu as fait pour lever 10 millions de dollars avec Ejara? C'est incroyable. Personne n'a jamais levé ça. Et je leur dis, est-ce que vous savez que mon premier investisseur, celui qui a mis le plus de rang dans la boîte, un fonds américain, ils sont allés discuter avec mes employeurs. Ils sont remontés à 15 ans pour dire, pouvez-vous nous parler de Nelly? Et tous, quand ils sont revenus vers moi, ils ont dit, Nelly dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Rien que ça a fait en sorte que le premier chèque, 750 000 $. Juste sur cette base-là. Donc, ça veut dire quoi? Vous tous faites les malins. En disant, moi, je suis entrepreneur, donc je vais aller chercher une entreprise, faire semblant de travailler et faire autre chose. Ce sont les clients de ton... Oui, bien sûr. On fait les malins, mais on ne se rend pas compte qu'on laisse des traces. Il y a une dimension peut-être karmique aussi, on laisse des traces. Donc, quand on dit soyez professionnel, être professionnel, c'est ça, en fait. Avec des revenus, oui, vous pouvez travailler beaucoup plus le week-end, après, mais ce n'est pas, on essaie de trafiquer, de tricher et tout. Et après. Et c'est dommage, hein, beaucoup le font. Bien sûr, énormément. Et après, le succès aussi, chacun sa définition du succès. J'ai réussi ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour toi? J'ai réussi, ça veut dire quoi? C'est ça. Ouais. Sandrine, quelque chose à rajouter? Moi, j'aimerais, l'occasion m'est donnée, donc je voudrais revenir sur un point important, déjà. Tout le monde ne devrait pas être entrepreneur. C'est ça, bien sûr. Soyons d'abord d'accord. Moi, je suis particulièrement, personnellement contre. Tout à fait. Ces coachs professionnels et personnels qui n'arrêtent pas de dire devenez entrepreneur. If you don't work for your dream, somebody else will hire you to work for... Non. Tout le monde ne peut pas entrepreneur. Parce qu'il faut savoir, il y a une véritable mission derrière l'entrepreneuriat. On ne devient pas simplement entrepreneur pour régler un problème personnel, un problème économique. Non. Quand tu décides d'être entrepreneur, ça veut dire que tu décides de prendre une partie de la communauté, de jouer ton rôle, c'est-à-dire d'impacter à travers ton entreprise. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui, à la base, sont résilients, ils savent se sacrifier. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu te donnes tu es aux autres.
Tout à fait. Donc, il faut qu'on soit d'accord. On ne devient pas entrepreneur pour être riche. On ne devient pas entrepreneur pour régler un problème. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. C'est une décision très importante. C'est ça qui fait la différence entre une entreprise qui a 10 ans, 15 ans, 20, 25, 100 ans, qui est florissante, et une entreprise, même lorsqu'elle a 50 ans, elle est toujours au même niveau. C'est ça. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas né. Parce que si on devient tous entrepreneurs, on emploie qui? Il faut sur le monde, il faut dans le monde, pardon, des entrepreneurs et des professionnels. Et je dis, j'insiste, il faut de bons entrepreneurs. Ça veut dire des gens qui vont au-delà de leur propre, comment dire ça, intérêt, et savoir que l'entrepreneuriat, c'est l'intérêt général. Je ne crée pas une entreprise simplement parce que ça va me donner des sous, ou bien pour exprimer un talent. Celle-ci, c'est la base et c'est important. Mais après, quand je maintiens l'entreprise, c'est parce que je dois employer des gens. Aujourd'hui, je vais employer 120, comme c'est le cas pour moi. J'ai commencé, par exemple, l'agence Eventify avec une personne. Aujourd'hui, j'en emploie 17. Et parfois, quand c'est dur, j'ai envie de tout claquer. Je vais regarder ces jeunes-là. Je me dis, bon, je les renvoie au village, je les renvoie au quartier. Comment c'est vrai? Comment je fais ça? J'ai eu une conversation avec une de mes collaboratrices il y a 2 jours qui est venue me voir pour me dire, bon, voilà, je me sens un peu comme ci, comme ça. Et l'année dernière, quand je te disais d'abandonner, c'est pas parce que je voulais que tu abandonnes, mais c'est parce que je me disais, tu as déjà tellement donné et je ne voulais pas. Je lui dis, bah, c'est ça qui fait la différence entre moi et toi. Bien sûr. Moi, je suis responsable, je me sens responsable de vos carrières. Donc, même lorsque c'est dur, même lorsque je n'en peux plus, je dois puiser en vous la force de continuer. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'insiste, on n'est pas tous, déjà, on n'a pas tous les capacités d'être entrepreneurs, pour commencer. On ne devrait même pas tous l'être. Et il faut de bons entrepreneurs, il faut des professionnels. Et comme elle a dit, pour être entrepreneur, parfois ça dépend du chemin que tu te traces. Tu peux y arriver tout de suite là, sans formation, ou bien sans passer par la case cabinet comme moi, ou bien d'abord banque BGFI, ou je ne sais pas. Comme tu peux tout de suite démarrer avec, comme elle a dit, une plantation, tu as d'abord des tomates, après tu penses à transformer. Mais à la base, tu as une vision, tu as un intérêt, tu as une mission que tu te confies et qui évolue avec le temps et qui dépasse ta personne. Merci, mesdames. Mais avant de clôturer ce podcast, est-ce que chacune d'entre vous pourrait prodiguer peut-être un conseil à l'endroit des étudiants ou des professionnels qui nous ont écoutés tout au long? Je vais commencer par toi, Nelly. Je pense que si vous êtes étudiant, l'Eldorado se trouve partout. Si vos parents n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de vous envoyer à l'étranger, ne faites pas comme une petite sœur que j'ai qui avait décidé, si on m'envoie pas, du coup j'arrête les études. Comme si ça faisait du mal aux parents. Non, on peut réussir partout, on peut prendre différents chemins, donc appuyez-vous sur votre ambition, apprenez à vous connaître et tirez le maximum de toutes les opportunités que vous pouvez avoir, parce qu'elles existent. Pour la petite histoire, moi, ma mère, elle m'avait dit, je voulais partir. Non, je vais aller en France comme mes amis, je veux. Elle m'a dit, si tu ne veux pas aller à l'ESTIC, tu ne pars pas à l'école. Très simplement, elle m'a dit, non, je ne débat pas avec toi. Et il m'a fallu 1 semaine ou 2 pour me dire, mais est-ce que je vais vraiment rester à la maison? J'ai envie d'être comme maman parce que c'est vraiment mon modèle. Quand même, elle m'avait dit, si tu ne vas pas à l'ESTIC, tu ne pars nulle part. Tu iras faire ton master plus tard quand tu vas apprendre d'abord au Cameroun, de l'expérience ici, de la vie. C'est trop facile de se lever et de partir. Au final, j'ai pas regretté parce que beaucoup de personnes qui sont parties directement après le bac sont revenues avec des BTS ou 6 ans sans diplôme. Ils sont là, ils font rien. Mais nous, on a appris ici, quoi. C'était juste pour... Alors, Anita. Moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est voilà, l'authenticité d'abord. Il faut se connaître. Chacun de nous a un talent, chacun de nous a un don. Et moi qui suis dans la mobilité des étudiants, le projet académique des étudiants, généralement, ça fait le bac. Ils se rendent pas compte que c'est le projet de leur vie. Donc, de grâce, l'authenticité, X n'est pas Y. Ça ne sera jamais Y. Y ne sera jamais X. Se connaître. Quand on finit de se connaître, avoir une vision claire. Parce que quand on sait où on veut aller, on sait, je veux être une journaliste, je veux être un médecin, je veux être ceci. On sait maintenant, à partir du moment où j'ai un objectif, je sais prendre la direction qui va m'amener à permettre d'y aller. Cette direction, elle peut avoir plusieurs choix.
comme a dit Nelly, vous allez avoir des opportunités. Ne vous fermez pas en faisant les enfants gâtés. Si moi, je ne vais pas en France, j'arrête mes études. Si moi, je ne fais... Non, il n'y a pas le si. Tu dois atteindre ton objectif qui est d'être un très bon médecin. Si la vie aujourd'hui t'ouvre la capacité, la possibilité d'aller le faire au Japon, tant mieux pour toi. Si ça t'ouvre la possibilité de le faire au Cameroun, mais prends le fait que c'est ta vision qui importe. Tu dois te dire que tu as une mission. Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Si demain tu décides d'être ce médecin, cet entrepreneur, cette journaliste, ce banquier, c'est pour faire quoi? C'est pour changer la vie des gens. Comment? Et ce domaine de définition-là, beaucoup font des études. Disent, moi, je veux être un ingénieur. Mais tu veux être un ingénieur pour quoi? Pour faire quoi? Dans la vie de qui et comment? Donc, authenticité, vision claire de ce qu'on veut faire, quelle est ta mission et surtout cela. N'oublie pas de faire les choses dans les règles. Je répète, dans les règles. Ouais. Quand tu parles là, on vient chez Studly parce que Tout le monde ne sera pas gagné. Tout le monde va faire le bullseye après. C'est ça. C'est ça. Viens chez Studly. Va pas dans le désert. Constituer un dossier. On est agréé. Donc, les éléments de conformité, c'est très important. Va vraiment faire tes études proprement. Pour faire tes études proprement, tu dois te préparer. Donc, il faut que tu épargnes. Si tu n'as pas d'argent maintenant, c'est pas grave. Ne cours pas. La vie, ce n'est pas la course. Les seins de la main n'ont pas la même taille. Tu épargnes d'abord. Tu vas voir les jarras. Tu épargnes tranquillement. Tu attends. Tu prépares ton projet. Et quand tu es prêt, tu viens faire ta fonction. Tu demandes ton visa et tu t'inscris dans une bonne école. Et encore même, tu es là-bas. Quand tu es là-bas, fais les choses bien. Ne triche pas. Ne va pas dans la vie facile. Tu es allé à l'école, s'il te plaît, continue. Parce que pour renouveler ton visa, ta carte de séjour, on va te demander, non, je suis terre à terre. On va te demander qu'est-ce que tu as fait. Tu ne sauras pas dire parce que tu as passé ton temps à jouer et à aller danser. Ce n'est pas pour ça que tu es parti. Donc, fais les choses bien. Quand tu auras fini, mon conseil, rentre. Le pays, c'est ton pays. Ce n'est pas là-bas. Tu vas me dire que non, il n'y a pas de place ici. Il y a la place pour tout le monde. On a des hectares ici. Viens, on va mosaïer ensemble. Mais ta place, c'est le Cameroun. Viens te battre. Commence doucement. Ne crois surtout pas que tous ceux qui sont grands là ont commencé grands. Ils ont commencé petits, mais ils ne nous le disent pas. Nous tous ici, on a commencé petit. Donc si toi, tu dois commencer, dis-toi que tu peux commencer, mais tu vas commencer petit chez toi. Parce que ici, on ne te dira jamais que tu es noir. Ici, on ne te dira jamais rentre chez toi. Tu seras chez toi. Et n'oublie pas que les connaissances que tu prends là-bas, c'est pour que tu fasses grandir ton pays. Qui lui t'aime. Merci Anita. Enfin, Sandrine, conseil. Alors, comme j'ai deux publics cibles, donc je vais avoir un conseil pour un et puis un autre pour l'autre. Pour la plupart, il faut le reconnaître, ils n'ont pas la chance de voyager. Donc, c'est même pas une question de décision, c'est pas une question de choix, c'est que c'est même pas une option. Si vous avez 100 000 étudiants, à peine 30 ou 20, je pense, ont la chance d'aller faire leurs études à l'étranger. Alors, je vais m'adresser d'abord à ceux-là qui ne partent pas. C'est pas grave. D'accord? Que vous ayez même la chance, en restant ici, d'aller à la Cato, si vous obtenez le concours, ou même pas. Vous ayez fait ça, comme moi, ou bien à chercher la place à 3 heures du matin pour les... Voilà, oui, il faut le dire. J'ai pas forcément une maîtrise avec mention. J'ai toujours fait mes 4 années, j'ai toujours allé au rattrapage, mais ça n'a pas défini ma carrière. Donc je dirais, pour ceux qui restent ici, c'est pas grave, parce que je le redis encore, la réussite, quelle que soit sa forme, elle n'a pas de nationalité.
Elle ne porte pas le nom d'une école. Vous pouvez y arriver ici si vous construisez. Il faut savoir que sa carrière se construit. Arrêtez de penser que c'est le fait de hasard ou alors d'un oncle qui va me placer ou d'une tata ou d'une grande sœur. On construit sa carrière. On construit son moi professionnel. Même lorsque c'est flou au départ, quand vous avez l'ambition d'avoir une carrière, il y a des skills que vous devez développer très tôt. Vous n'attendez pas la maîtrise dès la terminale, dès la première année. On construit son moi professionnel. C'est dur, le système il est difficile. Ça, je le reconnais. Je ne peux pas vous dire que dès que j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu le travail. Mon premier emploi, malgré ma maîtrise et tout ce que je pensais avoir comme capacité, je gagnais 100 000. C'est ça. Et je dois vous dire que pour pouvoir arrondir les mois, j'étais obligée de faire Yaoundé, Mokolo tous les samedis matins. Je ramenais la fripe et je vendais. Je l'ai fait pendant 2 ans. C'est-à-dire tous les samedis, je prenais garantie à 4 heures. J'arrivais à Mokolo, ils me connaissaient tous. J'arrivais à Mokolo à 8h30, 9h. Je prenais la fripe toute la journée. Je rentrais avec le dernier bus. Je lavais les habits, je séchais, je repassais et en semaine, je vendais. Vous pouvez vous renseigner, vous voyez. Mais je savais, j'étais en train de construire la personne et elle n'est même pas finie. Parce que même aujourd'hui, en étant directrice exécutive groupe d'une société comme Accent Média et Technologie, même en étant directrice générale d'Eventify, je continue de construire ma personne. C'est ça qui m'amène à saisir des opportunités comme celle-ci. C'est ça qui m'amène quand, par exemple, parce que Anita est une grande sœur, une amie, mais aussi un client. Quand elle va me confier un contrat, je vais pas m'amuser avec, parce que dans ma façon de faire, dans ce que je veux être demain, je veux la référence. Quand on dit Sandrine, c'est qui? Qu'on dise que c'est celle comme Isara qui dit et elle fait. Ça veut pas dire que c'est tout le temps. Je vois déjà des clients me dire que ouais, c'est ça. Moi, mon contrat, non, mais she happens. Voilà. Sometimes it happens that things doesn't work the way we want. Donc, pour dire, je vais revenir sur cela qui reste, il faut apprendre à construire son moi dans votre environnement, si possible. Maintenant, pour ceux qui, sont partis, revenez. Revenez, pourquoi? On a besoin de votre ouverture d'esprit, on a besoin de vos compétences, on a besoin, je dis encore, il y a forcément des avantages liés aux études à l'étranger. Revenez partager, mais surtout, ne cherchez pas tous les grandes boîtes. Aujourd'hui, oui, je dis, aujourd'hui, quand vous jumelez et les ressortissants de nos universités, c'est ceux qui viennent de l'étranger, ça fait combien sur le marché? Vous pensez vraiment combien d'Orange on a au Cameroun pour tous ces emplois? Exactement. Combien de brasseries on a? Combien de MTN on a? Combien de BGFI? On ne compte que 20 ou 22 banques. C'est ça. Mais combien de PME on a? Ne venez pas en vous disant que comme je travaille dans une PME, je vais me donner à moitié en attendant que BGFI m'appelle. Tout à fait. Venez et faites grandir les PME, les boîtes de demain qui vont vous payer comme vous le voulez, qui vont pouvoir engager d'autres personnes, qui vont... Tant que vous venez et que vous restez à la maison à l'attente de Société Générale et tout, au lieu de venir travailler chez la PME, chez une boîte qui a peut-être 2 ans ou 3 ans, de venir avec votre expertise et de vous donner à fond comme si vous travaillez pour Total, vous faites du mal parce que vous êtes les premiers encore à vous plaindre qu'il n'y a pas de boulot et il n'y a pas de boulot décent. Laissez-moi vous dire que c'est vous, que vous soyez Camerounais resté ou Camerounais parti et revenu, c'est nous qui construisons le Cameroun dans lequel on vit. Donc, moi, c'est un peu ce que je dirais. Partez, revenez, et revenez, ne faites pas de choix. Allez partout où votre expertise est demandée, donnez-vous à fond. Et pour ceux qui sont restés, construisez. Construisez avec ce qu'il y a sur la table, le Cameroun tel qu'il est, sans les diplômes de Harvard, sans les diplômes de la Sorbonne, juste avec vous et votre pays. C'est possible si vous construisez, si vous acceptez de construire. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs. C'était le podcast Ose ta réussite et on était en train de débattre, un débat très constructif avec des femmes inspirantes, des femmes aux histoires singulières. La question du jour, rester ou rentrer au pays après des études à l'étranger. Je rappelle qu'on était avec Anita, directrice générale de Studly Cameroun. Merci d'avoir participé. Merci également à Nelly, directrice générale, CEO, autant pour moi, et cofondatrice de Ejara. Merci. Et avec Sandrine Nyambal, directrice générale du groupe Accent Média et Technologie et de Eventify. Surtout, n'oubliez pas, ce débat se poursuit sur toutes les plateformes de Studly. Restez connectés pour un prochain épisode de ce podcast. À très bientôt. Au revoir.